Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL en ce jeudi 3 février. Très heureux de vous retrouver pour une sixième fois déjà cette saison. Salutations dans le chat, il y a déjà Anthony là, qui est allé de ses salutations. Évidemment, on vous invite à nous poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. On tentera d'y répondre au plus de questions possible. On va faire aujourd'hui un bilan de mi-saison parce que c'est le week-end du match des étoiles cette fin de semaine. Donc la NHL qui va prendre une pause de quelques jours. Et pas mal toutes les équipes ont déjà passé le cap des 41 matchs, donc de la mi-saison. On va faire un bilan. Évidemment, si vous n'avez pas le temps de tout nous regarder ce soir, l'épisode sera en rediffusion sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et également sur SoundCloud à partir de demain. Également, vous pourrez le revoir sur Facebook. Voilà les salutations d'usage qui sont faites et on va accueillir notre invité de la journée en direct du Québec. C'est Nicolas Ducharme, le journaliste de rnh.com. Salut Nicolas. Hey, salut Jonathan. Nicolas, évidemment, qu'on invite à lire sur rnh.com là, quotidiennement. Il y a des textes qui sortent de ta plume. Mais là, aujourd'hui, tu nous fais évidemment la faveur d'être sur notre podcast parce que tu en as un toi aussi avec rnh.com, la tasse de café qu'on peut également suivre sur toutes les plateformes. Nicolas, on profite de ta présence aujourd'hui, évidemment, pour faire un bilan de mi-saison. On va également faire une espèce de top 3 ou top 5 là, des principaux favoris pour les honneurs individuels après la mi-saison. Mais on va commencer, Nicolas, avec une question qu'on a reçue de Robin Ruffner sur Instagram qui nous demandait concernant les Devils du New Jersey, quel est le regard que portent les médias nord-américains sur cette saison décevante et notamment sur le rendement de Nico Hischier? Ouais, dans le cas des Devils, disons-le, là, je pense que personne ne s'attendait vraiment à une grande saison du côté des Devils. C'est une équipe qui est en reconstruction. On se souvient, il y a quelques années, avait été chercher un Piquet Subban, avait été chercher Wayne Simmons, puis on avait tenté d'accélérer cette reconstruction-là. Ça n'a pas marché. Donc là, on fait ça de la bonne façon. On va repêcher des jeunes. On a quelques joueurs dans l'organisation. Tu as un Jack Hughes qui est un premier choix total qui continue de progresser. Tu as un Jesper Bratt qui pousse. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Dans le cas de Nico Hischier, par contre, c'est moins bon là, présentement. Ce qui se passe du côté d'Hischier, disons-le, c'est fait voler la vedette par Jack Hughes, immédiatement, là, qui en est à sa deuxième saison, là, Hughes, dans la troisième saison. Excuse-moi. Et qui est en train de s'établir comme un centre numéro 1, fonctionne à un rythme d'1 point par match, a été blessé, a manqué quelques rencontres, mais bon, c'est fait, le Jack Hughes, il est arrivé dans la NHL, comme vous dites, de votre côté d'océan. Et pour Hischier, là, c'est ça, là, 24 points en 39 matchs, seulement 8 buts. Je commence à me poser des questions. Je commence à m'interroger à savoir si Hischier a été blessé à quelques occasions. Hischier se souvient là, que l'année dernière avait raté le début de la saison, blessé à la jambe, puis une blessure quand même qui avait fait manquer une bonne partie du calendrier. Donc, je ne sais pas si tout ça commence à peser lourd, mais il n'y a pas de doute que dans le cas d'Hischier, c'est ça. Et dans le cas des Devils, c'est Jack Hughes là, qui est rendu maître à bord. J'ai quelques déceptions quand je regarde sa production par rapport à un Andreas Johnsson qui n'était pas dans les plans de la plupart des équipes l'année dernière, qui n'avait pas très bien fait. Dawson Mercer aussi, qui a un point, il est à un point d'Hischier aussi, qui est une recrue, qui sort des rangs juniors. Il y a de quoi qui doit se passer là, dans le cas d'Hischier. Il y a de quoi. C'est un joueur qui avait démontré beaucoup plus de potentiel en début de carrière. Mais justement, tu viens de le nommer, Dawson Mercer. C'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Hein. C'est un joueur qui joue bien dans les deux sens de la patinoire, très jeune, un centre droitier. Tu as Jack Hughes qui est gaucher. Tu as Nico Hischier qui est gaucher aussi. Dans l'organigramme, est-ce que Nico Hischier a encore sa place sur les deux premiers trios? Est-ce qu'il est encore vu comme un potentiel joueur élite? Parce que là, il est encore en développement, mais son développement commence à arriver vers la fin. Il devrait être un joueur établi pour un premier choix. Est-ce que son avenir passe... Parce qu'il a signé quand même un long contrat au New Jersey. Il y a le site capitaine, mais est-ce que son avenir passe vraiment là? Est-ce que cette équipe-là, tu penses qu'ils peuvent bâtir avec cette ligne de centre-là? Puis dans le pire des cas, Hischier va être un très bon centre deuxième ou troisième trio, un peu à la Philippe Danault?
Ben, faudra voir. Dans le cas de Mercer, peut jouer à l'aile aussi. Je ne serais pas surpris qu'éventuellement, lorsqu'il va continuer de progresser, là, présentement, Mercer, tu ne veux pas le placer dans une position où il va affronter les meilleurs joueurs. Tu veux le protéger un peu. Ça demeure une recrue. Va voir l'année dernière, bon, avec la COVID et tout ça, pas disputé une saison normale de quelques 80 matchs là, environ là, avec ce qui aurait été une saison normale dans la LHJMQ. Donc, sûrement que la charge de travail d'une saison de 82 matchs dans la LNH va commencer à peser lourd. Donc là, on le protège un peu, Mercer, et c'est normal. Mais je ne serais pas étonné de voir placer éventuellement peut-être à l'aile avec Ischier si on va avoir deux solides trios, parce que bien évidemment, du côté droit, les ailes, c'est pas là que les Devils sont remplis de talent. Donc, Ischier, je continue de croire que son avenir peut passer par le New Jersey. Je ne pense pas qu'une transaction va être gagnante. De toute façon, pour les Devils, tu l'échanges, tu vas chercher des valeurs qui sont probablement pas à la hauteur de ce qu'il avait démontré en matière de potentiel. En particulier, bon, avec son contrat, quand même, je touche 8 millions par saison, je crois, un long contrat. Ouais. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont prendre ce risque-là? Peut-être, mais ça reste qu'un poids assez lourd sur la masse salariale. Donc, non, c'est aussi décevante soit la saison des Chieurs. Prends ton mal en patience puis croise-toi les doigts. Là. C'est vraiment ce que je peux dire là, pour les Devils. Là. Mais il y a Anthony qui va d'une bonne suggestion. C'est aussi un peu la mienne parce que tu parlais d'éventuellement peut-être mettre Mercer à l'aile. Anthony qui nous dit il faudrait garder Ischier et Mercer au centre et mettre Jack Hughes à l'aile vu sa vitesse et sa proportion à attaquer. Parce qu'il y a quand même les deux joueurs. Disons qu'Ischier, niveau points, c'est pas encore ça, mais reste que c'est un centre quand même très responsable, ouais. qui fait bien les petits détails. Mercer également est un centre comme ça. C'est des centres qui valent quand même beaucoup, des centres responsables. Donc, je déteste pas l'idée. Aussi, les Devils ont été privés longtemps de Dougie Hamilton. Ça, c'était vraiment la grosse prise sur le marché des joueurs autonomes cet été. Et il ne faut pas oublier qu'il a signé à long terme avec les Devils. Donc, l'avenir est quand même intéressant, disons-le, du côté du New Jersey. Ouais. Donc, on est loin d'être... En fait, je pense qu'on est dans les attentes. On est dans la reconstruction, c'est ça. Faut pas aller trop vite dans les attentes. Puis ça reste une équipe qui joue dans une bonne section aussi. Hein? Donc, on a des matchs relevés quand même très, très souvent, presque chaque soir. Quand je dis prends ton mal en patience pour Ischier, c'est prends ton mal en patience pour tout le monde à Newark parce que, oui, justement, Dougie Hamilton, là, on a notre carrière. On a Jack Hughes, on a notre centre numéro 1. Sur les ailes, il va falloir se renforcer, il va falloir ajouter beaucoup de profondeur à la défensive. Ça va se faire progressivement. Au niveau cap salarial, je ne sais pas exactement où ils en sont du côté des Devils, mais s'il y a un peu d'espace là, ben ça va être déjà là, on va peut-être pouvoir aller chercher quelques joueurs ici et là sur le marché des joueurs autonomes par transaction. Les Devils sont encore à un bon 2, peut-être 3 ans là, d'être une équipe compétitive qui peut regarder vers une place en série. Nicolas, je pense que le plus décevant pour les Devils, c'est quand tu compares, quand tu te mets à jouer au jeu des comparaisons, parce que les Rangers de New York ont amorcé une reconstruction. Ouais. Vitesse éclair quelques années après les Devils et ils sont déjà rendus au top de leur section. Mais en même temps, c'est plus facile d'attirer des joueurs autonomes à New York qu'au New Jersey, sans rien enlever. Là, on va être frais. Noël vient de passer, fait un mois. Là. J'ai rarement vu une équipe avoir autant de cadeaux que les Rangers en matière de reconstruction. Tu mets sous contrat Artemi Panarin, un des meilleurs joueurs autonomes des 10 dernières années. Tu obtiens le premier choix au repêchage et le deuxième choix au repêchage dans la loterie. Ça ne donne pas les résultats escomptés jusqu'à présent. Alexis Lafrenière, c'est lent comme progression. Capo Caco aussi. Ensuite, tu as Adam Fox qui décide. Adam Fox, Trophée Norris qui décide, moi, je vais jouer à Manhattan ou rien du tout. Ça aussi, c'est un beau cadeau. Je veux dire, le prix qu'ils ont payé pour Adam Fox, c'est pas le prix je veux dire, ce défenseur-là aurait dû rapporter une panoplie de premiers choix. Là. C'était au Hurricanes, qu'est-ce qu'il y a de ce qu'on se souvient. Repêché par Calgary, je ne vais pas jouer à Calgary. Échangé à Caroline, je ne vais pas jouer à Caroline. Donc là,
mais on ne savait pas à ce moment-là qu'Adam Fox allait être bon comme ça. Donc là, la progression d'Adam Fox est tout simplement incroyable. On a des jeunes, je veux dire, Jeff Gorton, là, qui est rendu directeur général des Canadiens de Montréal, s'il réussit à avoir ce niveau de chance-là à Montréal, ça ne sera pas très long que l'équipe va être de retour sur ses patins, hein, si je puis dire. Ce serait quand même surprenant. Ça n'arrivera pas. Je te confirme, parce qu'avec tout ce qui se passe à Montréal, le niveau de chance de cette équipe-là, c'est à la poubelle. Ouais, mais petite parenthèse, j'adore Adam Fox, le joueur. Je trouve quand même décevant quand les gars décident comme ça, à un si jeune âge, t'es repêché et tu fais un petit peu un caprice, entre guillemets, pour aller jouer où tu veux. C'est décevant pour l'équipe qui l'a repêché, qui a bien vu en Adam Fox, qui était les Flames de Calgary, et on sait que des vedettes au Canada, c'est toujours agréable là, pour ces marchés-là, et c'est quand même décevant de la façon dont ça se termine dans ce cas-là. Oublie pas, par contre, c'était pas un choix de première ronde. Hein. Je pense que c'était un troisième ronde à Adam Fox. Là. Donc, tu sais, c'était pas... des joueurs de la NCAA, c'est l'avantage qu'ils ont dans les collèges américains, c'est ça, c'est qu'ils peuvent décider de juste pas signer avec toi, puis tu le perds comme joueur autonome une fois que sa carrière dans la NCAA est terminée. Donc, oui, c'est pas l'attitude habituelle. Disons qu'il s'était fait une feuille de route qui lui permettait d'aller de se prévaloir de cette option-là, puis c'est ce qu'il a fait. Puis justement, les Rangers... certains diront que quand le hockey va bien à New York, là, la LNH se porte bien, puis c'est vrai parce que tous les gros marchés, le marché médiatique de New York est énorme. Oui, et je prends des commentaires, là. Il y a Anthony qui dit ils ont toujours Zibanejad. Oui, j'ai pas nommé Chris Kreider, qui est juste... Chris Kreider marque plus présentement, c'est juste incroyable. Oui, la rondelle le touche dans le dos, ça se retrouve dans le filet. Touche un patin, ça se retrouve dans le filet. Il est incapable de ne pas marquer Chris Kreider présentement. Si on avait dit ça au début de la saison, je le sais, dans mon pool de hockey, je l'ai tassé, je l'ai changé. Donc, j'en souffre présentement là, de voir Chris Kreider tuer de la sorte. On a échangé Pavel Buchnevich. Imaginez, là, je considère que c'est une gaffe d'avoir échangé Buchnevich. Ce serait un premier trio avec un deuxième trio incroyable. Lafrenière s'assure le troisième trio continuerait à progresser lentement mais sûrement. On l'a échangé, je ne la comprends pas. Mais malgré tout, cette équipe-là, les Rangers, là, on s'approche rapidement là, du top 5 de la LNH. Il y a Kevin Bouffard qui nous demande, probablement en rapport avec Adam Fox, est-ce que ce genre de situation arrive parce que dès le début, on les prépare à être des vedettes et à pouvoir faire ce qu'ils veulent? Oui et non. Adam Fox, quand même, comme tu l'as dit, un choix de troisième ronde. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec Jordan Harris, qui appartient au Canadien de Montréal, qui joue dans la NCAA, défenseur gaucher qu'on dit comme prometteur, qui se développe bien dans la NCAA, mais là, qui arrive à sa dernière année où ses droits appartiennent aux Canadiens. Il y en a qui privilégient les études avant le hockey, qui veulent se rendre jusqu'au bout. Et après, ils ont l'autonomie ils peuvent se prévaloir de cette autonomie de signer où ils veulent. En même temps, ça reste une petite PME, un joueur de hockey, donc aussi bien pour eux décider où ils veulent aller jouer dans ces conditions-là, mais c'est dommage quand même pour l'équipe qui parle les droits. Comment je pourrais dire? Ça existe, c'est un droit que tu peux te prévaloir. Pour réussir à faire ça, Adam Fox, lui, il a dû rester sur les bancs d'école plus longtemps. Hein, il a passé 3 saisons, donc a fini ses cours, peu importe, là, mais avec l'Université Harvard, aurait pu faire le saut 2 ans plus tôt. Donc, Adam Fox s'est privé de 2 années de salaire, puis 2 années de salaire à gros bidou, là, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si ça existe de votre côté, là, mais au Québec, on dit des gros bidous. Pour justement rester à l'université. Il aurait pu graduer après sa première année universitaire. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est un choix qu'il a fait de rester sur les bancs d'école parce qu'il ne voulait pas jouer avec ces équipes-là. C'est un gars de New York. Il a le droit de le faire. Je veux dire. Puis je pense pas, comme tu dis, je pense pas qu'Adam Fox a été placé dans le rad vedette dès sa naissance. Puis, Alexis Lafrenière, c'en est un, ça faisait déjà quelques années. Les Sidney Crosby, on a un Connor Bedard là, qui pousse présentement là, dans les rangs canadiens, qui devrait être le premier choix l'année prochaine. Là, on le voit venir de loin. Adam Fox, on ne le voyait pas venir de loin. C'est une progression incroyable. Il se retrouve dans une situation qui est intéressante pour lui, où il peut se prévaloir de ces droits-là. Puis, il l'a fait. Il n'est pas le premier à le faire. Blake Wheeler l'avait fait à l'époque.
Je veux dire, c'est à l'équipe d'essayer de le convaincre, mais c'est ça la réalité. C'est un peu, je veux dire, les joueurs européens, c'est la même chose. Si un joueur européen ne veut pas venir en Amérique du Nord, ça lui appartient. Là. Tu parlais justement d'argent. Mine de rien, le salaire maximum d'une recrue, c'est quoi? C'est 825 000? 975 000 et quelques. OK, ben c'est quand même 1,8 million là, qui est laissé sur la table par le joueur en décidant de rester 2 ans supplémentaires dans la NCAA. Non, parce que c'est du 10 millions là, par année qu'il a laissé sur la table. Parce que ces années. Mais ces 2 premières années-là, mais après, il atteint l'autonomie plus tard parce qu'il signe son contrat de recrue de 3 ans plus tard. Donc c'est ça, exactement. Mais même à ça, son prochain contrat, même si il va être un joueur autonome avec compensation, il va signer un salaire de 9-10 millions probablement avec les Rangers. Donc, c'est vraiment, là, Adam Fox a laissé probablement 15 millions sur la table pour rester à Harvard. C'est magnifique, le campus de l'Université Harvard, semble-t-il. J'ai jamais été, mais c'est très, très beau. C'est magnifique. Pour y être allé, ça donne envie d'étudier là-bas. OK, mais est-ce que ta visite guidée valait 15 millions? Je pense pas. Non, donc, non, c'est non. un choix qu'il a fait. C'est un choix qui veut pas, va se répercuter dans ses poches. Donc, il a pris ce risque-là pour jouer à New York. Ça lui appartient comme décision, mais bon, c'est une décision qui a des coûts monétaires, puis c'est celle qu'il a prise. On a parlé des Devils, on a parlé des Rangers. On va rester dans l'association de l'Est. Anthony nous posait en début d'émission la question, notre avis sur l'état de forme actuel des Penguins de Pittsburgh. Je me rappelle au premier épisode d'Overtime NHL, Nicolas, tu étais notre invité et on avait eu la question, est-ce que les Penguins, ce serait le moment qui amorce une reconstruction? Mm-hmm. À ce moment-là, c'était un difficile début de saison. Et là, ils sont tout feu, tout flamme depuis quelques mois. Ils vont encore se positionner dans les playoffs cette saison. C'est assez hallucinant de voir le niveau de performance qui perdure dans cette équipe-là. Et là, quand tu regardes l'alignement actuel, il y a quand même de la profondeur au centre avec le retour de Malkin et les joueurs qui suivent. Et là, on est loin de penser reconstruction, j'ai l'impression, chez les Penguins. Je comprends pas. Moi aussi, les Penguins, je les prédisais de rater les séries éliminatoires. On parle quand même d'une équipe qui se fait éliminer en première ronde depuis 3 saisons. Là. Evgeny Malkin n'était pas supposé d'être raté près de du tiers de la saison. Sidney Crosby vieillit. Mais Jack Genzel même a été blessé, puis cette équipe-là continue de gagner. J'avais déjà, je discutais une fois avec Christopher Le Temps lorsqu'il était de passage à Montréal, puis ce qu'il m'avait dit, c'est à Pittsburgh, on a la mentalité next man up. C'est-à-dire, le prochain prend la relève. Puis c'est toujours ça. Les Penguins de Pittsburgh, on dirait qu'ils ont un grand chapeau avec des lettres de Scrabble dedans, vont chercher quelques lettres, lancent ça donne le nom d'un joueur. On rappelle ce joueur-là de la Ligue américaine, puis il arrive, puis il fait 30 points à ses 80 premiers matchs. C'est du Zach Aston Reese, c'est du Evan Rodriguez. Evan Rodriguez, on l'a laissé partir à Buffalo. Là. Buffalo, là, une équipe quand même qui ne déborde pas de talent, placé sur le premier trio, fonctionne à un rythme de plus d'1 point par match. Cette mentalité-là qui a été mise en place durant le règne Crosby, durant le règne Malkin, Marc-André Fleury à une certaine époque, elle perdure, puis cette équipe-là ne plie jamais l'échine. C'est toujours impressionnant de les voir aller. Mike Sullivan fait un travail magistral derrière le banc. Je sais que l'année dernière, on a changé de directeur général, Jim Rutherford, parce que peut-être que Rutherford est un peu d'accord avec nous, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être commencer à penser au futur. Et chez la haute direction, j'imagine que ça doit être Mario Lemieux, là, ou en tout cas, on a dit non, tant que Crosby et Malkin vont être là, on ne reconstruit pas. Ben là, écoute, on est où? On est présentement 3e de la section métropolitaine avec 62 points. On n'est pas très loin de la 2e place. Chapeau aux Pingouins. Chapeau à ces joueurs-là qui ont pris la relève. Jeff Carter, qu'on pensait... Il s'est trouvé une 2e vie, j'ai l'impression. Oui, on le passait à l'aube de la retraite. On va le chercher à Los Angeles l'année dernière. Joue à presque 1 point par match. Joue à gauche, joue au centre. Prend la place de Malkin.
Mais je pense que c'est là la force des Pingouins de Pittsburgh, parce que tu t'appelles Evan Rodriguez, justement Rodrigo qui dit Rodriguez est en feu, et tu t'appelles Jake Genzel quand il est rentré dans ce vestiaire-là, et tous les jeunes joueurs, Zach Aston Reeves. Tu rentres dans ce vestiaire et là, tu as Evgeny Malkin, tu as Chris Letang, tu as Sidney Crosby, tu as Jeff Carter qui est un des bons leaders dans la Ligue nationale. Tu n'as pas le choix, on dirait, d'embarquer dans ce qui a déjà été fait, dans la culture de cette équipe-là. Et je pense que le vestiaire des Pingouins, si je fais un parallèle avec les Oilers, on y reviendra aux Oilers, ça doit pas être la même chose, même si tu as des super vedettes comme Draisaitl et McDavid. Je pense qu'il doit y avoir quand même une cohésion dans ce vestiaire-là. Et d'ailleurs, c'est Louis Domingue que j'écoutais à la Poche Bleue dernièrement. Et il disait... Sidney Crosby, je le connaissais pas, et dès que je suis rentré dans le vestiaire, il est venu me voir, on est allé luncher ensemble. Il prend tous les nouveaux joueurs un peu sous son aile. C'est vraiment son équipe, et je pense que c'est ce qui fait la force des Pingouins, parce que je vois rien d'autre. Non, tu as raison. Puis tantôt, je parlais de Fleury, j'ai oublié de nommer le temps justement dans ce noyau de leader-là, mais c'est un noyau, c'est comme un train. C'est un train, puis le train, il roule. Puis si tu ne veux pas embarquer dans le train, c'est correct, on va prendre quelqu'un d'autre à la prochaine gare. Puis peu importe c'est qui le joueur, rappelez de Wiggs, Barry, Scranton, connaît du succès en haut, trouve son rôle. C'est ça qui est fort. On dirait qu'il n'y a pas de tête forte dans cette équipe-là. Tout le monde accepte son rôle. Justement, Rodriguez s'est retrouvé sur le premier trio alors que Genzel était blessé, que Brian Ross était blessé. Tu sais, Brian Ross en a un autre. Regardez les statistiques de Brian Ross au début de sa carrière, dans les rangs professionnels. Rien ne laissait paraître que Brian Ross allait devenir aussi bon que ça, mais quand tu te retrouves avec les Penguins de Pittsburgh, on dirait que tout se met à cliquer, tout le monde accepte son rôle. Et ça fonctionne. Puis Christopher Letang en est un autre qui vieillit comme le bon vin, est encore super efficace. Donc, je ne sais pas. Là, leur défi, c'est d'aller plus loin que la première ronde en séries éliminatoires. C'est vraiment ça le prochain défi. Je ne sais pas si quand toutes les équipes se mettent à jouer pour le même but, ben là, on est rattrapé un peu par notre manque de talent brut. Mais en saison, ça fonctionne. Et Chris Letang a souvent été pointé du doigt pour les blessures, il était souvent touché par des blessures. Ouais. Et quand on regarde ses statistiques des dernières années, c'est rare qu'il sort sur blessure. Là. Les 2-3 dernières années, il a presque joué des saisons complètes. Donc ça, c'est positif pour lui. Richard Ruffieux qui demande, Nicolas, est-ce que tu penses que Chris Letang va signer à Montréal parce qu'il est agent libre? Et le lien est facile à faire parce que son ancien agent est Kent Hughes, le nouveau DG du Canadien. Il y a eu tellement de rumeurs. Est-ce que tu fais l'association? Là, on va se garder une petite, pas une gêne, là, mais il faut être réaliste. Là. C'est pas parce qu'on est un client de Kent Hughes qu'on va signer à Montréal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les joueurs, même Kent Hughes doit dire à ses protégés ou avoir dit à ses protégés, tu es heureux dans ta situation à Pittsburgh ou peu importe l'endroit, reste à un endroit où tu vas être heureux. Montréal, qui va vouloir signer à Montréal? C'est difficile pour un Québécois à la base de signer à Montréal quand les choses vont bien. Là, imagine, alors qu'on semble parti pour une reconstruction de plusieurs saisons. Moi, j'y crois pas pour le temps. Ne me parlez surtout pas de Patrice Bergeron. Je ne sais pas c'est qui ses autres clients, là, mais de toute façon, le temps, Crosby, Malkin, je les vois pas quitter Pittsburgh. À moins qu'on leur fasse, à moins que les Penguins leur montrent la porte, mais moi, j'y crois pas personnellement. On va peut-être accepter une baisse de salaire. C'est justement, il y a une culture d'équipe tellement forte là-bas que regardez à Boston, c'est un peu la même chose à Boston. On a connu toute une décennie dans les années 2010. Tout Carrasque n'a pas joué en début de saison, a été opéré, puis sa première phrase a dit « Je ne coûterai pas cher. OK, je vais revenir. » Il disait sous le couvert de... Il ne le disait pas officiellement, mais il a dit quand je vais revenir, je ne coûterai pas cher aux Bruins puis je n'irai pas jouer ailleurs. Ces joueurs-là ont fait leur argent. Ce n'est pas une problématique. On connaît des belles carrières. Christopher Letang est encore un excellent défenseur. Donc, moi, je ne le vois pas partir. Puis, de toute façon, s'il part, je ne vois pas de défenseur. Je ne vois pas les Penguins être capables d'aller chercher un aussi bon défenseur. Donc, tout va bien ensemble. À partir de là, c'est de s'entendre sur le nombre d'années, sur la somme qui est reliée au contrat. Mais non...
Montréal, là, ça va être long. Ça va être long, puis c'est toujours difficile de signer des joueurs autonomes à Montréal. Le dollar canadien, le niveau de taxes, d'imposition plutôt. Donc, je vois pas pourquoi le temps viendra à Montréal. OK, parlons-en de Montréal parce que Oui. là, tu as l'air bien parti. Tu as l'air bien chaud là, pour parler du Canadien. Nick, La saison est longue. Oui, la saison est longue, j'imagine, parce qu'elle est longue pour nous ici quand on les regarde. Donc, j'imagine que quand tu es 100% du temps dans l'entourage du Canadien ou en train de parler du Canadien, comme vous l'êtes à LNH.com, ça doit être difficile de trouver du positif dans toute cette saison-là. Nick, ton ressentiment, vente de feu pour le Canadien d'ici la fin de la saison, est-ce qu'on échange les leaders? Est-ce qu'on attend l'été? Par exemple, on parle beaucoup d'un Jeff Petrie, mais est-ce que ce serait pas mieux d'attendre cet été pour Jeff Petrie pour l'échanger ou que de se presser là de le faire avant la date limite des transactions, là, qui est le 21 mars, si je me trompe pas? 23 mars, si je me. Bon, dans ces eaux-là, 21-23 mars, il me semble que c'est 23. Vente de feu, honnêtement, Jonathan, il reste quoi à vendre à part Jeff Petrie? Carey Price Le problème, c'est les contrats. Non, mais au-delà des contrats, normalement, tu fais une reconstruction. Tu échanges tes éléments, tes vétérans, OK, de qualité. Shea Weber est un vétéran de qualité, il ne jouera probablement plus dans la LNH, c'est ce qu'on semble voir. Carey Price, avec la conférence de presse qu'il a donnée cette semaine, où on a senti réellement une importante inquiétude là, quant à ses chances de rejouer un jour dans la LNH. Sa blessure au genou, ça ne se replace pas sur les rails. Puis regardez, Ben Bishop à Dallas vient de prendre sa retraite parce que sa blessure au genou, ou c'était à la hanche, ou en tout cas, c'était une blessure qu'un joueur aurait pu jouer au hockey, mais pas un gardien de but. Carey Price a vu beaucoup d'actions. Puis les gardiens de but modernes, leur corps est énormément en demande. Tout Carrasque, c'est la même chose. Tout Carrasque aussi, je crois que c'était la hanche. Donc, c'est possible que, puis lui-même semblait le réaliser, c'est possible que Carey Price ne jouera plus jamais dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on n'a pas Carey Price à changer. On n'a pas Shea Weber. Des vétérans qui peuvent aller chercher un prix. Là, Ben Chirot. Ben Chirot, Jeff ça va aller Petrie. chercher. C'est ça. Donc Brett Petrie, Kulak en défense, là, mais Kulak, ça ne rapportera pas beaucoup. Bon, Kulak, c'est un choix de troisième ronde. Chariot, ça risque d'être un choix de première ronde. Donc là, si tu veux accélérer ta reconstruction, ben, tu dois bouger. Petrie, je continue de croire que Petrie est un bien meilleur défenseur que ce qu'il démontre cette année. Mais visiblement, Petrie n'est plus vraiment intéressé à jouer à Montréal. Il joue à la Jeff Petrie des Oilers qu'on est allé chercher à Montréal. Même pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment un défenseur peut passer de la discussion au trophée Norris l'année dernière à des capacités de défenseur numéro 6-7 cette année. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce parcours en séries éliminatoires-là des Canadiens va avoir laissé énormément de traces. Ça a été un printemps magique, là, mais la facture est lourde à porter. On dirait que ça a détruit. De perdre en finale, de perdre chez Weber, Philippe Danault est parti. Brendan Gallagher a été blessé longtemps. Tu en as un autre qui pourrait être échangé, mais il a un très gros contrat, Brendan Gallagher. On est un peu peinturé dans un coin là, du côté des Canadiens. Donc, s'il y a seulement Petrie, Chariot pour lesquels tu reçois des appels, ouais, peut-être bouger tout de suite puis commencer ta reconstruction immédiatement. Là. Il y a Steve Huard qui dit, qu'on salue d'ailleurs, Anderson, Gallagher. Ouais. Le problème de ces deux gars-là, c'est qu'ils ont des très lourds contrats. Tyler Toffoli peut avoir une valeur parce qu'il a gagné une Coupe Stanley, mais encore là, c'est pas non plus... C'est un autre qui sous-performe cette année. Il n'y a pas de joueur, quand tu veux échanger, on dit l'expression « buy low, sell high ». Ben, il n'y aura pas de... présentement, les performances fait que le prix est à la baisse pour tous ces joueurs-là. Donc, oui, ça va permettre d'aller peut-être chercher quelques éléments ici et là, mais après ça, ben, si tu te retrouves avec rien du tout, tu ne peux pas seulement reconstruire avec des jeunes. Donc, Josh Anderson, gros bonhomme, de la vitesse, c'est normalement ce que tu veux dans ta formation pour entourer tes plus jeunes. Donc, c'est un joueur que tu peux te permettre de garder. Gallagher, ben, c'est ça, là, c'est un joueur qui est fragile, c'est un joueur qui a un gros contrat. Puis je ne suis pas certain qu'on va vouloir l'échanger parce que ça reste Brendan Gallagher. Puis c'est un joueur qui est énormément apprécié à Montréal. Donc, on ne peut pas tout échanger tout le monde. Une reconstruction à zéro,
ça va être très long, puis tu peux pas te permettre ça à Montréal. Tu peux pas. Non, il y a Anthony qui dit et échanger Suzuki, point d'interrogation, est-ce que ce serait une option? Moi, je non. C'est le seul rayon de soleil que tu as cette année. Là. Touche pas. Laisse ça aller. Là. Pleut partout, il y a un rayon de soleil, c'est Nick Suzuki. Garde ça comme ça. Même si c'est pas une grande saison pour lui, reste que c'est un centre. Mais c'est à l'image de l'équipe en même temps. Tu peux pas, c'est ça. Fais son possible, là, je veux dire. Non, Nick Suzuki connaît une très bonne saison par rapport à tout ce qui est avec les alentours. Fait son gros possible, puis il va être un excellent joueur dans la LNH. Steve Huard qui dit printemps magique, automne des morts, pour un peu résumer. C'est ça. Et il dit Logan Mailloux est en feu dans la OHL. Est-ce que ce serait le moment de l'échanger? Moi, personnellement, je vais vous dire mon avis là-dessus parce que je sais que c'est assez délicat de parler de Logan Mailloux, j'ai l'impression, au Québec. Le Canadien a tellement travaillé à se refaire une image autour de Logan Mailloux, à l'accompagner dans tout ça. Et justement, il performe bien dans la OHL. Je trouve que justement, ça enverrait un peu l'image contraire de dire le gars n'a pas le droit à une deuxième chance parce qu'il est à Montréal. Non, accompagnons-le. Faisons-le devenir un adulte en société qui se comporte bien, responsable, qui se reprend dans la vie après avoir fait des erreurs de jeunesse. Moi, au contraire, je le vois peut-être comme justement une belle histoire à en devenir, après tout ce qu'on a connu, la mauvaise pub que ça a faite. Moi, personnellement, je garderais Logan Mailloux. Il est trop tard. Je suis d'accord avec toi. Si on ne voulait pas d'un Logan Mailloux, c'était de ne pas le repêcher. Là, il est repêché. On s'est mis la tête sur le bûcher, là, si je peux dire, sur la bûche du côté des Canadiens avec cette décision-là qui a été décriée avec raison. Je vais être clair, là, avec raison, parce que c'est grave ce que le jeune a fait. On ne reviendra pas sur ses gestes. À partir de là, effectivement, il a le droit à une deuxième chance. Là, regardez, là, chez les Canadiens, là, on a quelques femmes qui sont rendues dans des postes assez importants. L'ancienne journaliste Chantal Maccabé est aux communications. France Margaret Bélanger aussi, qui est directrice, je ne veux pas me tromper, là, mais directrice du groupe CH. Donc, toute la grosse machine, c'est une femme aussi. Je pense que ça va apporter du sang neuf, puis je pense que ça va permettre de, justement, comme tu dis, de faire un exemple avec Mailloux, de le faire positivement parce qu'il a le droit à une deuxième chance. Donc, peu importe ses performances dans la Ligue de l'Ontario, même s'il jouait bien ou même s'il joue mal, j'aurais le même discours. Il y a Steven Gorgonzola qui nous dit en blague Carey Price bientôt en Suisse. C'est beau rêver. Je suis désolé, mais vous n'avez pas des assez beaux lacs et des terrains de chasse assez beaux pour séduire Carey Price. Carey Price à la retraite, je suis pas mal sûr qu'il va retourner là, du côté de la Colombie-Britannique, puis c'est un grand amateur de chasse. Pour ceux qui ne le savent pas, là, du côté de la Suisse, Carey Price a des racines des Premières Nations, donc il a été élevé vraiment là, près d'une réserve amérindienne, là, donc c'est imprégné en lui, là, donc je suis sûr qu'à la retraite, va aller vivre dans ce coin-là, puis il va être très heureux avec la petite famille. Nick, avant que tu crées la controverse, là, tu sauras qu'en Suisse, il y a de très beaux lacs. Bon, oui, je le sais, c'est pas ça. Et je t'invite à venir les voir la prochaine, très bientôt. Je le disais, puis je le savais que j'avais tort. J'ai comme eu l'image des montagnes, j'ai fait, ici au Québec, hein, où on reste, là, c'est plat, puis c'est plat longtemps. Là, donc, c'est pas ce que je voulais dire, puis je m'excuse à tout le monde. Vous n'avez pas les lacs appropriés, c'est ça. Voilà, mais il y a Georges-Henri qui dit on a des chevreuils et des sangliers ici, si jamais. Ouais, mais Carey, il y a du caribou, donc ça devrait faire son bonheur. Rodrigo demande comment la pire équipe de la NHL peut-elle attirer de bons joueurs? Parce que là, on parlait justement, les Rangers de New York ont signé quand même des agents libres intéressants, mais c'est facile de vendre la ville de New York. C'est facile de vendre des marchés comme ça, comme Toronto, New York, LA. Mais par contre, comment on vend le marché de Montréal avec le taux d'imposition, avec l'hiver qui est rude, on va se le dire, on ne se fera pas de cachette, et avec la pire équipe de la Ligue? Comment on vend le marché de Montréal? On met l'accent sur la passion des fans, ce qui est un couteau à deux tranchants, hein, bien évidemment, parce que quand ça dérape, ça dérape. Là, puis cette année, les partisans se font moins entendre parce qu'il n'y a pas de spectateurs présentement. Là, mais si c'était le cas, ce serait le festival des huées.
C'est peut-être une bonne chose pour le Canadien, mine de rien. Oui, exactement. Mais honnêtement, Montréal n'a jamais été les Canadiens n'ont jamais été très bons pour attirer des joueurs autonomes. C'est souvent, à vrai dire, Montréal est utilisé comme levier pour faire plier une autre équipe, forcer l'autre équipe à mettre plus d'argent. Donc, la reconstruction des Canadiens va devoir se faire par le repêchage, va devoir se faire par si on est capable de libérer de l'espace sur la masse salariale. Mais comme on disait tantôt, il y a des gros contrats, donc ça ne sera pas facile. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Puis je sais que les Canadiens, les 2 dernières fois qu'ils ont fini près de la cave du classement, c'était en 2012 puis en 2000, j'ai goût de dire 2017, 2018, l'année Jesperi Kotkaniemi, je pense que tu as raison, 2018. Ouais. On était revenu en force l'année dernière, puis on avait connu une bonne saison. Une année, on avait fait les séries éliminatoires. L'année suivante, en 2019, on a raté les séries éliminatoires, mais on a, au niveau des points, les points qu'on avait amassés, la fiche qu'on avait, on aurait dû être des playoffs, comme vous dites. Alors, sauf que là, je la vois pas. Le noyau est trop affaibli. Sans Weber, Danault, on a beaucoup, beaucoup sous-estimé l'importance de Philippe Danault à Montréal. Puis là, on en paye le prix. Gallagher, je lui souhaite de garder la santé, mais à date, ça semble difficile. Donc, le noyau est trop effrité pour permettre une reconstruction rapide. Donc, à moins que. Écoute, Kent Hughes, agent de joueur, qu'il faisait dans son ancienne vie, il sait ce que les joueurs veulent, il sait ce qui séduit un joueur et il a vu tout ce que les autres équipes de la LNH peuvent proposer pour attirer des joueurs, comment ils séduisent ses propres protégés. Donc, peut-être que Kent Hughes fait partie de la réponse à cette question-là. C'est-à-dire que Kent Hughes va être un fin négociateur, va être un vendeur. Puis peut-être que c'est ce qui va permettre justement d'attirer le fameux joueur autonome qui vient jamais à Montréal. Steve Huard qui dit noter à quel point noter comment un Québécois parle du CH au on. On est très inclusif au Québec. J'ai dit ça. Mais écoute, Nick, je fais la même chose. Donc, Je le sais. Beaucoup de journalistes ici puis d'analystes on parle au on. Mais il faut dire qu'au Québec, le on, techniquement, exclut la personne qui parle. Mais bon. Oui. Non, mais écoute, même ici, encore en Suisse, parfois, je parle de club suisse, puis je dis on. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Rodrigo. De phrase. Voilà. Rodrigo qui dit la Suisse est très belle, demandez à Joe Thornton, parce que Joe Thornton, mais lui, il s'est marié aussi avec une Suissesse, donc ça aide à revenir vivre en Suisse. Fabrice préparez-vous, probablement qu'il reste encore 7-8 saisons à Joe Thornton à jouer, donc lui pourrait débarquer en Suisse, puis je ne serais pas surpris. Fabrice qui demande pourquoi les Canadiens n'arrivent pas à recruter des Québécois. Là, Nicolas, moi, je prends cette question-là puis je te pose la question. Est-ce que tu sens qu'avec Kent Hughes qui a bâti sa compagnie, sa compagnie, qui a bâti son agence de représentation de joueurs avec des Québécois, là, c'est vraiment, il a commencé, je pense, avec Vincent Lecavalier et compagnie. Mm-hmm. Est-ce que vous sentez là, dans les médias montréalais, selon son discours, qu'il veut mettre peut-être l'accent à aller voir ce qui se passe au Québec, à repêcher des Québécois, mais en même temps, là aussi, c'est un couteau à deux tranchants. Tu prends le meilleur joueur disponible ou tu prends absolument un Québécois parce que tu es le Canadien de Montréal? La question à 1 000 $ depuis 1995, disons-le de la sorte. La réalité, c'est qu'il y a à une certaine époque, les Canadiens avaient même mis sur le territoire québécois au complet. Donc, s'il y avait un bon joueur, les Canadiens l'obtenaient. Ils ont déjà acheté des ligues, la Ligue senior du Québec pour en faire une professionnelle pour pouvoir aller chercher Jean Béliveau. Là, on parle des années 50-60. Ensuite, oui, on avait le beau jeu pour repêcher des Québécois parce qu'il y avait 20 équipes dans la LNH, puis les joueurs européens n'étaient pas, les années 80, n'étaient pas aussi nombreux qu'ils le sont aujourd'hui. Là, on a une ligue à 32 équipes. On a une province de Québec qui développe pas de joueurs. Soyons francs, le développement des hockeyeurs au Québec, c'est fautif. Il n'y a pas assez de joueurs qui sortent du lot. Qu'est-ce que ça fait? Il y en a un joueur ici et là qui a du talent. Moi, je pense que c'est statistique. C'est pas seulement de les attirer. Donc là, si tu veux les attirer, il faut que tu les attires
par le marché des joueurs autonomes. On a été chercher un David Savard cet été. David Savard, ses meilleures années, ils sont plus que derrière lui. Là. Donc, à un moment donné, tu offres quel salaire à un joueur dans un monde de plafond salarial? On n'a pas ce lousse-là. Donc, si les Canadiens veulent avoir des Québécois, ben, ça va passer par le repêchage. Puis là, on ne peut pas en échapper. Mais encore là, on va en échapper parce qu'il y en a des joueurs qui n'ont pas le goût de jouer à Montréal. Les jeunes aujourd'hui, celui qui est dans sa première année junior, 16 ans, là, il n'a pas connu les années glorieuses des Canadiens. Il n'a pas vu Patrick Roy gagner la Coupe Stanley en 86 puis en 93. Les Canadiens de Montréal, pour eux, c'est leur équipe favorite, mais ce ne sera pas difficile de passer à une autre équipe. Donc, c'est pas attirer un Québécois à Montréal, puis c'est pas tous les Québécois qui veulent jouer à Montréal. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas jouer à Montréal parce que ça vient avec une incroyable pression des partisans, des médias, puis ça les intéresse pas. Tu vas jouer à Tampa Bay, regardez Alex Killorn. Puis Alex Killorn, là, il est à Tampa Bay pour se rendre à l'aréna, il va en motomarine. À Montréal, là, hey, aujourd'hui... en skidoo, en motoneige... Ben, c'est ça, j'allais dire. Aujourd'hui, il annonce une quinzaine de centimètres. Tu peux essayer d'y aller en motomarine, mais tu vas voir, pas en motomarine, mais en motoneige, ou en motomarine par le fleuve, mais tombe pas parce qu'elle est froide l'eau présentement. Là. Puis tu fais pas, tu peux vivre ta petite vie familiale. Donc, cette pression-là, c'est pas pour tout le monde. Donc, le seul moyen d'aller chercher, d'avoir une formation avec beaucoup de Québécois, c'est par le repêchage. C'est le seul moyen. Donc là, c'est vraiment d'accentuer les efforts de recrutement sur le Québec, ce qui aurait dû être fait avant, ce qu'on semble commencer à faire, là, parce qu'on a signé quelques joueurs, on a repêché quelques joueurs. Le dernier repêchage, celui de l'été dernier, des Canadiens, beaucoup de Québécois, là, Joshua Roy, entre autres. Trois, je pense. Ils ont repêché 3 Québécois, je ne me trompe pas. Oui, si je ne me trompe pas, là, je suis désolé, je n'ai pas les noms avec moi, là, mais déjà là, c'est un premier pas. Là. Il y a un tournant qui s'est fait cet été, autant au niveau du recrutement, autant au niveau des joueurs autonomes. On a été chercher quelques Québécois aussi, mais je pense aussi que c'était pour faire plaisir à tout le monde parce qu'on se doutait que la prochaine saison allait être difficile là, avec Price, avec Weber, avec Dano qui était parti. T'sais. On n'a pas gardé Dano. Ça, c'est une gaffe. Là. On avait un Québécois et un Québécois qui était apprécié. Excusez, j'ai dit on. Ils avaient, les Canadiens, un Québécois qui était apprécié, puis on ne l'a pas gardé. Donc, ça, c'est des choix qui ont été faits. Puis, à mon avis, c'est une gaffe. Et je pense que les signatures de Québécois, c'était des Québécois pas mal sur la fin de la carrière. Ouais. Et c'était surtout pour faire plaisir aussi parce qu'il y avait beaucoup de critiques au fait que Philippe Danault ne revenait pas. On va laisser de côté un peu le Canadien. On va rester quand même dans l'Est là, pour ce bilan de mi-saison. Nicolas, est-ce que tu penses que les jeux sont faits pour les playoffs dans l'association de l'Est? Je regarde là, le classement. La dernière place du deuxième as, la façon dont on regarde pour les playoffs, le quatrième as plutôt, là, la façon dont on fait les playoffs, c'est les Bruins de Boston qui sont à cet endroit. Ils ont 4 matchs en main sur les Red Wings de Détroit, qui est la première équipe éliminée, et ils ont 9 points d'avance. C'est quand même une marge énorme à ce temps-ci de la saison. Est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui peut espérer aller chercher une place en play-off? Ou si pour toi, ce qu'on voit là, c'est pas mal les 8 équipes qui vont faire les play-offs? Oui, ça devrait rester quand même stable à mon avis. Je pense que les 8 équipes qui sont là sont les 8 meilleures équipes de la section. La seule formation qui m'a laissé un doute, c'était les Islanders de New York parce que, à cause de la COVID, puis tout ça, on a disputé vraiment moins de matchs. Donc, on avait des matchs à reprendre. Puis, les Islanders, c'est toujours bien une équipe qui a atteint la demi-finale les 2 dernières années. Mais je pense que là, chez les Islanders, on est un peu en lendemain de veille, justement. Là, on a joué beaucoup, beaucoup de hockey. Il ne faut pas oublier, hein, la dernière saison morte, ça a été la plus courte de l'histoire. Là. On a arrêté de jouer, on a fini de jouer, on était en juillet. Normalement, on finit donc un mois plus tard, puis la saison n'a pas commencé vraiment plus tard. Donc, une équipe comme les Islanders, avec le style de jeu des Islanders, un style de jeu défensif qui est plus demandant, je pense qu'on va manquer d'essence là, pour rejoindre les Bruins de Boston. Donc, à ta question, je réponds oui. Là, je pense que les 8 équipes qui sont là vont être les mêmes 8 équipes qui vont être là en séries éliminatoires, ce qui va nous donner des duels incroyables en première ronde.
Et justement, Anthony nous demandait au début de l'émission qui des Hurricanes de la Caroline ou des Panthers de la Floride, selon nous, ira le plus loin en playoff. Si je le savais, j'irais parier sur la question. La réalité, puis c'est drôle, mais regarde les séries éliminatoires l'année dernière, Jonathan. Les Panthers ont été éliminés en première ronde quand ils ont affronté le Lightning de Tampa Bay. Les Hurricanes ont été éliminés en deuxième ronde lorsqu'ils ont affronté le Lightning de Tampa Bay. Bref, essaye de ne pas affronter le Lightning de Tampa Bay, puis ça devrait te permettre d'aller plus loin. Donc, ça va être ça ma réponse. L'équipe qui n'affronte pas le Lightning de Tampa Bay va aller le plus loin en série. Et l'avantage à ça, c'est peut-être qu'en ce moment, la Floride est premier de sa division. La division Atlantique. Donc, c'est Toronto. Si la saison s'arrête aujourd'hui, c'est Toronto qui affronte le Lightning. Ouais, excuse-moi. Ben oui. J'étais en mode... Ouais, excuse-moi. J'étais en mode l'année dernière, les fameuses sections qui ont été refaites. Ouais, mais là, on est revenu. Les Hurricanes, en jouant dans la section métropolitaine, donc ont un avantage sur les Panthers qui risquent de devoir affronter le Lightning éventuellement. Mais à partir de là, honnêtement, les Hurricanes, j'adore leur jeu. Leur entraîneur, Rod Brind'Amour, il est très intelligent. C'est une équipe qui a pris de l'expérience. L'année dernière, on a compris des choses. Je couvrais la série l'année dernière, puis justement, Brind'Amour, il l'a dit à la fin, il dit on a été battu par une équipe qui était meilleure que nous, il nous manque, et c'était ses mots, il nous manque encore quelque chose. Donc là, on a pris des notes, on a appris des choses. Les Hurricanes, c'est une équipe qui va être bonne longtemps. Je pense que c'est une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley cette année. Les Panthers ont peut-être un peu moins d'expérience, mais écoute, Jonathan Huberdeau joue du hockey incroyable présentement. Ça va peut-être se jouer sur les gardiens de but. Honnêtement, une ou l'autre, c'est deux équipes qui ont beaucoup de talent, qui se ressemblent un peu sous certains angles. Il y a Fabrice qui nous dit Buffalo n'iront pas en playoff. Ça serait surprenant. Je suis désolé, Fabrice, mais non. Il va falloir attendre quelques années encore avant que Buffalo aille en playoff, d'après moi. Mais je n'haïs pas ce que je vois de certains joueurs à Buffalo présentement. Alex Stock fonctionne à 1 point par match. C'est le joueur qu'on a reçu en retour de Jack Eichel. Moi, je l'adorais quand il était à Vegas. Puis je me disais toujours, ce joueur-là, si on peut le mettre sur un premier trio éventuellement, va produire. Ça va très bien. Tage Thompson a finalement trouvé son rythme aussi. Rasmus Dahlin, ça va mieux. Si tu me demandes entre les Sabres et les Canadiens, quelle équipe est en meilleure posture présentement, j'ai le goût de te dire les Sabres. Puis dans les deux cas, les deux équipes n'ont pas de gardien présentement. Donc, ça sort. Les Sabres, on a utilisé 6 gardiens jusqu'à présent cette année. Les 6 ont été blessés en même temps. Je veux dire, à un moment donné. Et sans oublier qu'il y a un certain Owen Powers aussi qui va arriver l'an prochain. Là, ça, c'est tout un joueur aussi. Steve nous demande, est-ce que vous pensez que la NHL devrait revenir au système 1-8 pour les playoffs? Donc, la première équipe affronte la 8e, deuxième, 7e et ainsi de suite. Sachant qu'on risque de perdre au premier tour une des 4 équipes suivantes entre Toronto, Floride, Tampa Bay ou la Caroline en jouant avec les sections comme ça. Ben... Jamais ce format-là, honnêtement, jamais le 1-8, mais ça n'arrivera pas parce que c'est plus logique pour créer des rivalités. Aussi bon pour les sites de Paris, les sites de fantasy, les sites on sait que c'est une grosse machine maintenant, puis ça favorise ça. De toute façon, quand c'était un 8, je me souviens d'une année dans l'Est, les équipes 5 à 8 avaient éliminé les équipes 1 à 4. Donc, tout est possible. On a une ligue qui a tellement de parité qu'au final... Oui, on peut perdre une équipe favorite en première ronde, mais c'était elle à gagner. Je veux dire, c'est les mêmes règlements pour tout le monde. OK. Nicolas, on va mettre de côté un peu l'association de l'Est. On va s'en aller vers l'association de l'Ouest. Évidemment, quand tu es venu, tu nous avais dit « Faites attention à l'Avalanche du Colorado. Mm-hmm. Et la boule de cristal t'avait dit vrai. L'Avalanche du Colorado était mon équipe favorite du côté de l'Association de l'Ouest. Et il le prouve depuis plusieurs mois. Nazem Kadri avait un peu traîné l'équipe en début de saison. Il y avait des blessés. Mais là, tout le monde performe. Et c'est une magnifique équipe de hockey. Ah, c'est incroyable. Ils sont incroyables à voir jouer. Là, ils viennent de voir. Écoute, ils étaient sur une séquence de 18 victoires à domicile. Séquence qui a pris fin en perdant contre les Coyotes de l'Arizona. Une des pires équipes de la Ligue. Comme quoi, non, mais c'est un vrai piège, pour vrai. Oui, c'est ça. Ouais. On est tombé dedans comme le Coyote avec le Roadrunner.
Mais bon, ça reste une équipe incroyable. Une équipe aussi qui est capable de survivre lorsqu'elle a des blessés. Nathan McKinnon, il est blessé présentement. On gagne tout de même. Gabriel Landeskog a été blessé. Kel Makar a raté quelques matchs aussi. À vrai dire, on a presque tous raté des matchs. Mikko Rantanen n'a pas disputé 40. On a 44 matchs de jouer, là. On a les 9 meilleurs marqueurs de l'équipe n'ont pas joué les 44 matchs, pour te donner une idée. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de profondeur. On a des jeunes qui poussent. On a en défensive le jeune Bowen Byram qui est blessé. On se débrouille sans lui quand même. Cam Makar était blessé. C'est un Samuel Girard qui prend la relève. Devin Taze, il est incroyable et ça n'a pas coûté cher aller le chercher chez les Highlanders. Un des grands vols de l'histoire de l'Avalanche au chapitre des transactions. Un joueur très sous-estimé quand même, j'ai l'impression. Énormément. Là, c'est parce qu'on pense juste à Kel Makar chez l'Avalanche, mais quand Makar était blessé, c'est Devin Taze qui produisait au même rythme que Makar. Donc, cette équipe-là, c'est ça. C'était évident que cette équipe-là avait plus de talent, plus que ce qu'elle avait montré en début de saison. Devant le filet, là, c'est juste là que j'ai un petit doute. Darcy Kemper me déçoit cette année. Je m'attendais à plus de lui. Même à un point tel que Pavel Francouz, son adjoint, fait mieux que lui. Et ça, en série, ça peut coûter cher. Ben, c'est là que j'allais. C'est là que j'allais, Nicolas, parce que, justement, c'est une équipe qui, là, est à maturité. On va se dire, même si tu as Bowen Byram qui pousse, même si... là, Nazem Kadri est agent libre à la fin de la saison. Mine de rien, il y a des gros contrats, même si certains joueurs, comme par exemple Nathan McKinnon, ont accepté peut-être une diminution de salaire par rapport à ce qu'ils pouvaient espérer gagner pour garder ce noyau-là en vie. Mais est-ce que l'Avalanche du Colorado doit absolument aller chercher un gardien de but digne de ce nom, là, un vrai gardien numéro 1 pour remplacer Darcy Kemper pour les playoffs aussi? Avec ce que tu vois devant la cage depuis le début de la saison de cette équipe-là, on peut espérer gagner une Coupe Stanley parce que là, c'est plus juste une présence en playoff ou une présence en demi-finale. Cette équipe-là doit aller jusqu'à la Coupe Stanley. Est-ce que tu penses que Kemper ou Francouz peuvent faire ça? Peut-être. C'est la réponse. C'est la réponse plate parce que je veux dire, Kemper faisait du très beau travail chez les Coyotes. Donc, est-ce qu'on continue d'être patient avec lui? C'est sa première saison au Colorado. Je veux pas, quand tu es dans une nouvelle équipe, il y a tout un temps d'adaptation. Mais je veux dire, on va sortir, on va payer le gros prix pour aller chercher quel gardien qui va être disponible. L'association facile à faire, c'est Marc-André Fleury. Oui, c'est ça. C'est Marc-André Fleury avec 7 millions par année. Donc, je ne sais pas sur la masse salariale, ça représente quoi. Probablement qu'il faut que Kemper sorte en retour. Est-ce que je considère l'Avalanche meilleure avec Fleury que Kemper? Oui. Mais en même temps, Fleury, l'année dernière, souvenez-vous, a été retiré des playoffs à la faveur de Robin Lehner chez les Golden Knights. Peut-être un peu rapidement. Mais c'est ça la réalité aussi. Là. Donc, parfois, tu peux avoir un excellent gardien, puis ça ne fonctionnera juste pas en séries éliminatoires. Puis à d'autres moments, c'est des gardiens moyens qui ont gagné la Coupe Stanley. Les Chris Osgood, par exemple, pour ne pas le nommer. Ou même un Jordan Binnington, quand il est rentré dans la Ligue, soulève la Coupe Stanley. Bennington est en train de perdre son rôle de numéro 1 à Saint-Louis présentement au profit de Ville Husso. Donc, laissons le temps à l'Avalanche. Il reste encore un petit peu moins qu'un mois et demi, un petit peu plus qu'un mois et demi avant la date limite des transactions. On va voir si Kemper va prendre son rythme. Steve qui demande est-ce que Nazem Kadri est le meilleur, connaît la meilleure contract year de l'histoire? Lui, il est en train de se magasiner un très beau contrat pour l'année prochaine. Ah oui. S'il y avait une saison, il devait livrer la marchandise. Kadri, c'est cette année parce qu'il ne fait pas une grosse somme. Je pense que c'est de 4,5 millions Kadri et surprend tout le monde. Donc, vraiment, a tenu l'Avalanche sur ses épaules là, en début. Ben, pas juste en début de saison. Continue à fournir et à produire. On ne s'attendait pas à ça de Nazem Kadri. Il joue sur le deuxième trio, normalement, chez l'Avalanche. McKinnon blessé, il en a profité. Puis, l'année prochaine, il ne sera plus avec l'Avalanche parce qu'on n'aura pas les moyens de le garder. Ça, c'est évident. Parce que Nazem Kadri a quoi, 60 points là, à l'heure actuelle. Et sa meilleure saison en carrière, si je ne me trompe pas, c'était 61 ou 62 points. Là. Donc, il va largement battre son record personnel. Et, en une demi-saison, en 41 matchs. Donc, il reste techniquement pour atteindre le cap des 120 points.
120 points puis Nazem Kadri dans la même phrase, là, je pensais pas dire ça un jour. Non. Steve te dit, Nicolas, t'es chien avec Chris Osgood. Donc, t'es méchant avec Chris Osgood. Je suis pas... Je suis complètement d'accord avec toi. Là, je prends d'autres questions. J'ai pas dit que Chris Osgood était mauvais, j'ai dit moyen. J'ai dit correct. C'est ça. Rodrigo qui demande pourquoi c'est rare que les équipes canadiennes prennent des joueurs suisses cette saison. En Suisse, les équipes de NHL peuvent venir se servir en Suisse. Pourquoi si peu d'échanges? Si peu au repêchage? Je pense que c'est simplement... je pense pas que les équipes canadiennes ont quoi que ce soit contre des joueurs suisses. Ça me surprendrait beaucoup. Je pense que c'est juste... moi aussi. Parce que le Canadien a quand même repêché Mark Streit jadis, Yannick Weber également. Donc... je pense pas que... C'est plus une question de concours de circonstances davantage que proximité. Fabrice... À la limite, je pourrais dire qu'il faut dire que les équipes canadiennes, des joueurs canadiens qu'on pense aussi bons que des joueurs suisses ou européens, on en a plusieurs dans notre cour arrière, donc c'est peut-être plus facile de les voir que je regarde les Coyotes, par exemple, de l'Arizona, des joueurs dans les patinoires autour de l'Arizona, il n'y en a pas beaucoup, là, donc peut-être qu'on regarde un peu plus là, du côté de la Suisse, de l'Europe. Il y a également, là, pour pour nos spectateurs, il y a Fabrice Herzog également qui avait été drafté par Toronto. Donc, il y a quand même quelques joueurs suisses, là, évidemment, qui ont été draftés par des équipes canadiennes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il évolue plus du côté des États-Unis. On va maintenant parler des Oilers. J'ai l'impression qu'on en parle à chaque émission parce qu'on est aux 2 semaines et il y a toujours une nouvelle histoire avec les Oilers. Ouais. On a eu une question de Robin Ruffner sur Instagram parce que sa question avait 2 volets. On a répondu à la première sur les Devils du New Jersey. Et là, sa question, c'est clair. Bonne ou mauvaise idée, Evander Kane avec les Oilers d'Edmonton? La question. Écoute, sur le plan hockey, bonne, très bonne. Hier, je pense qu'il a 2 points hier. Je pense qu'il a 3 points en 3 matchs jusqu'à présent depuis qu'il est... Bon, c'est ça. Donc, point de vue hockey, absolument. Dans le vestiaire, écoute, il y a moins de choses à faire à Edmonton qu'à San Francisco. Hein? Donc, ça va peut-être un peu le tenir, à part les magasiner au West Edmonton Mall. Edmonton, c'est quand même un peu monotone. Donc, peut-être que ça va le forcer à être un peu plus discipliné. Et on parlait des Pingouins tantôt. Puis, la culture qu'il y a dans le vestiaire des Pingouins, je pense pas que c'est une culture qui est comme ça du côté des Oilers d'Edmonton. Donc, on va devoir s'atteler à la tâche du côté des McDavid, des Draisaitl, de Dave Tippett, l'entraîneur, puis de créer cette culture-là. Puis c'est Evander Kane, mais c'est pas seulement Evander Kane, c'est pour tout le monde dans le vestiaire. Mais bon, de toute façon, le problème, il reste entier à Edmonton. C'est pas Evander Kane, c'est pas Connor McDavid, Draisaitl, il est devant le filet. Tu pourras amener, peu importe le joueur que tu vas amener en attaque ou en défensive, tant ou aussi longtemps que tu n'as pas un gardien qui est capable de faire un arrêt, tu n'iras pas loin en séries éliminatoires. Pour revenir à Evander Kane, il y a Rodrigo qui dit « Qui a envie d'aller jouer à Edmonton? » Et je pense que c'est pour ça que moi, je n'étais pas surpris de voir que les Oilers étaient sur le cas Evander Kane parce que c'est un marqueur de 30 buts, faut-il le rappeler. C'est un joueur avec beaucoup de talent. Évidemment, il y a une étiquette qui lui colle avec toutes les phrases qu'il a fait à l'extérieur de la patinoire. Mais par contre, après, tu sais, je veux dire, oui, mais après, c'est une chance facile à prendre parce que tu le payes pas vraiment cher pour le reste de la saison. Et s'il te donne ce qu'il devrait te donner, tant mieux. Et sinon, il est facilement tassable. Moi, le problème que j'ai, c'est que ce vestiaire-là, puis on parlait de la force justement des Pingouins, ce vestiaire-là est tellement faible de caractère, j'ai l'impression, du moins à ce qu'on voit, que d'amener un joueur comme ça qui était vu comme une pomme pourrie partout où il est passé, c'est risqué quand même. Ouais. De le voir arriver dans un vestiaire comme justement Pittsburgh, je pense que Sidney Crosby, Evgeny Malkin et compagnie le replaceraient assez vite et le tasseraient eux-mêmes. Alors qu'à Edmonton, j'ai peur qu'ils fassent un peu la loi et que ça vienne un peu je pense nuire pas que à l'équipe. Non, mais je pense pas que ça va en venir à ça. Je pense pas que ça va... C'est pas de foutre la pagaille dans le vestiaire. Ça n'arrivera pas, ça. Mais c'est juste de passer au prochain niveau en tant qu'équipe, en tant que chimie. Tu sais, c'est pas
c'est pas j'ai juste le mot gap, là, mais c'est pas un passer au prochain niveau pour devenir justement, pour avoir cette culture d'équipe-là. Tu peux être une équipe correcte, t'entendre correct, tout le monde s'entend bien, mais tu n'as pas une culture de gagnant. Donc, je pense pas qu'Evander Kane va être un cancer dans le vestiaire. Pas du tout, je crois pas ça. Mais je pense pas que c'est ce qui va faire la différence pour mener cette équipe-là loin en playoff. Mais, mine de rien, à San José, depuis qu'Evander Kane n'est plus dans la formation, Timo Meier revit. Mm-hmm. Et beaucoup font l'association qu'à l'extérieur de la patinoire, Timo Meier avait peut-être pas la meilleure des influences en Evander Kane. C'est peut-être là où ça peut nuire à un joueur. Après, les Oilers d'Edmonton, bon, ça va quand même mieux, disons-le. Oui, là, ça va mieux, ça s'est placé. Mieux que dans la dernière émission que j'ai faite. Mais Connor McDavid est quand même pas l'ombre de Connor McDavid. Draisaitl joue bien, mais qu'est-ce qui se passe avec McDavid? Ah, c'est ça. Écoute, c'est la catastrophe. Fait juste une moyenne d'1 point par match. C'est catastrophe. On ferme les livres. Non, mais ça va. Qu'on ait un passage à vide là, du côté de Connor McDavid. Non, ça va se replacer. Hier, j'ai écouté le match contre les Capitals, puis il était de plusieurs actions offensives, puis tout ça. Ça peut arriver. Je veux dire, son rythme de début de saison, c'était intenable. On se dirigeait vers une saison de quoi, 160 quelques points là, environ. Là. La dernière fois que ça a été fait, c'était au début des années 90. Là, c'était pas tous les gardiens qui avaient le style papillon encore. Donc là, on va se garder une gêne, là, les 160 points. Donc, si on regarde sa production actuelle, s'il reste à 1 point par match, il doit faire environ 120 points, ce qui peut lui donner le trophée Art Ross. C'est bien, c'est bien. Donc, c'est là que d'autres joueurs doivent prendre la relève. C'est ça qui a été le problème durant le mois de décembre chez les Oilers. Personne n'a pris la relève, personne ne marquait. Donc, à un moment donné, tu peux pas. Tu sais, les autres équipes, ils le savent. Là, ils mettent une double couverture sur McDavid. Quand il est venu à Montréal l'autre jour, McDavid n'a pas fait de points, mais les Oilers ont gagné, je pense, 6-3. Donc, 6 buts. McDavid ne fait pas de points, mais tout le monde en fait à côté de lui. Donc, c'est là. C'est là où les autres doivent prendre la relève puis forcer à ce que le jeu s'ouvre. C'est là que McDavid va en profiter. Nicolas, on parlait des playoffs dans l'Est. Les playoffs dans l'Ouest, par contre, vont certainement nous donner droit à toute une fin de saison parce qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent encore espérer participer aux playoffs, qui ne sont pas si loin que ça de Calgary, qui pour l'instant a la dernière place disponible pour les playoffs. Les principaux acteurs là, qui pourraient espérer toujours une place en playoff, on peut penser à Edmonton, on peut penser à Dallas, on peut penser même à San Jose, mais ça va être compliqué parce qu'ils ont beaucoup de matchs de jouer. Même chose pour Vancouver, mais parmi ces 4 formations-là, est-ce que tu peux rajouter Winnipeg dans le lot? Oui, qui ont joué moins de matchs. On peut quand même oublier Chicago, Seattle et l'Arizona. Ça, c'est réglé. Est-ce qu'il y en a une que tu vois vraiment un potentiel de monter en puissance en fin de saison pour peut-être déloger Saint-Louis ou Calgary ou l'une des équipes là, du Pacifique qui est Anaheim ou Los Angeles? Ben, souvenez-vous qu'au 1er décembre, les Oilers d'Edmonton étaient premiers dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, on parle de est-ce qu'ils peuvent remonter puis être des séries éliminatoires? La réponse, c'est bien évidemment, c'est oui. Si on corrige nos problèmes, parce que ce qui arrivait en début de saison chez les Oilers, c'est qu'on marquait tellement de buts que ça cachait nos carences en défensive, nos carences derrière, nos mauvaises habitudes, parce que quand tu gagnes 7-4, ben, tu as gagné 7-4, tu as marqué 7 buts, puis c'est 2 points qui s'ajoutent à la fiche. Donc, c'est sûr que les Oilers peuvent remonter, puis ça peut aller très rapidement. Il faut corriger nos carences. Le retour de Mike Smith, si Mike Smith peut revenir au Mike Smith qu'il était l'année dernière, ben là, on va tasser Mikko Koskinen du filet, puis juste ça, ça va aider de beaucoup. Mais bon, j'aime les Stars. Je pense que c'est une équipe qui a mal amorcé sa saison, mais qui joue mieux récemment. On a plusieurs bons joueurs. Si Tyler Seguin peut se mettre en marche, on a beaucoup de profondeur. C'est une bonne équipe, les Stars de Dallas. C'est une équipe qui devrait faire les séries éliminatoires. Donc, à mon avis, on peut rejoindre. Mais encore là, qui ne fera pas les séries éliminatoires? Je veux dire, je peux te nommer, tu sais, moi, Dallas et Edmonton sont mes 2 choix personnellement, mais qui va débarquer en bon français? Calgary, non, on joue du bon hockey présentement à Calgary. On a 3 victoires de suite. Les Blues de Saint-Louis, si on règle nos problèmes devant le filet, c'est une équipe qui devrait être en séries éliminatoires. Les Ducks d'Anaheim, ben, ça va peut-être être ça, mais c'est parce que les Ducks et les Kings,
jouent dans la section Pacifique. Donc, les positions 2 et 3 leur assurent une place en séries éliminatoires. Donc, il faut que ce soit une équipe de la section Pacifique qui remonte à ce moment-là. Donc, ça, c'est pas fait non plus. Là, il va falloir que les Flames de Calgary remontent. Ils sont déjà en série. Donc, c'était aux Oilers d'Edmonton. Pour répondre à ta question, je pense que c'est les Oilers d'Edmonton qui ont le plus de chances parce qu'ils jouent dans la section Pacifique. Donc, ont plus de chances d'aller chercher Anaheim et Los Angeles. OK. Il y a également Christian qui disait Oilers ou Dallas selon lui. Donc, il te rejoignait là-dessus. Ouais. Et Kevin Bouffard qui demande est-ce que vous voyez un Suisse soulever la Coupe Stanley cette saison qui sont en playoff pour le moment. Évidemment, il y a Nino Niederreiter avec la Caroline. Sinon, là, je descends vite fait. Il y aurait également, évidemment, Kevin Fiala au Minnesota, Romagnosi à Nashville. Ce sont probablement les principaux. Est-ce que tu vois une de ces trois équipes-là espérer se rendre... Et là, sors-moi pas la phrase de Marc Bergevin, tout peut arriver en play-off. Tout peut arriver en play-off. Nino Niederreiter, ouais, je l'ai dit tantôt que les Hurricanes sont une équipe capable de gagner la Coupe Stanley. Alors, je vais y aller avec Niederreiter. Tibuard nous demande est-ce qu'on peut parler maintenant de la différence au niveau des associations, parce que longtemps on a dit que l'association de l'Ouest était plus forte que de l'Est. Les 2 dernières Coupes Stanley ont été gagnées par Tampa Bay et cette saison, Nicolas, et je pense que Steve va dans le même sens, l'association de l'Est semble supérieure à l'association de l'Ouest. Oui, absolument. C'est cyclique. Je veux dire, il y a un moment donné, si tu es moins bon à une certaine période, tu vas avoir des meilleurs choix de repêchage. Donc, ça va venir aider. Au final, je veux dire, la différence Est-Ouest va se régler en finale. Donc, habituellement, c'est des bonnes équipes des deux côtés. On a toujours bien eu. De toute façon, on a eu les Canadiens de Montréal en finale l'année dernière. Donc, c'est la preuve que même si une association est plus forte que l'autre, il y a une équipe qui peut s'en sortir et se rendre jusqu'au bout. Donc, je pense qu'on est dans le cycle. Le style de hockey aussi a changé. Donc, les gros bonhommes de l'Ouest, comme on le disait à l'époque, l'association de l'Ouest, c'était difficile d'aller jouer dans l'Ouest parce qu'on se faisait frapper. Le style a changé. Donc, est-ce qu'il y a dans les organisations une mentalité qui a peut-être été dépassée de quelques années et qui fait que les équipes sont un peu moins bonnes? Peut-être. Là, c'est encore là. Regardez Vegas aller, là, puis c'est Vegas-Colorado, là. C'est Vegas mes deux qui choix n'a pour toujours pas Jack Eichel. Non, puis qui a retrouvé Max Pacioretty, qui a retrouvé Mark Stone. Donc... Pacioretty est-il revenu au jeu? Oui, j'ai vu qu'il était revenu cette semaine. Mais c'est ça, Vegas ont joué blessés toute la saison. Donc, si cette équipe-là peut tomber en santé, attention, ils sont capables d'aller loin eux aussi. Christian qui met une pièce sur Nashville pour la Coupe Stanley de son côté. Nicolas, maintenant on va parler des principaux favoris pour les honneurs individuels à la mi-saison. Vous avez sorti sur lnh.com une série d'articles où est-ce que tous vos experts dont tu fais partie ils sont allés de leurs favoris, leur choix. On va faire ensemble un top 3. Je me suis prêté au même exercice et on va commencer. Et dans le chat, on vous invite évidemment à nous mettre vos choix également. Le trophée Hart, donc le joueur le plus utile à son équipe. Quels sont tes favoris? Là, moi, j'avais fait l'exercice il y a quelques semaines, là, donc il y a deux semaines, je crois. Donc, même là, ça a changé. Dans mes favoris, j'ai Jonathan Huberdeau chez les Panthers de la Floride qui engrange des points. Il est premier marqueur de la Ligue présentement, puis il l'a fait alors que Barkov va manquer quelques matchs en décembre. Donc, j'ai Jonathan Huberdeau, j'ai Kirill Kaprizov chez le Wild du Minnesota qui, quand on dit gagner son contrat, il le gagne et on a bien fait de lui offrir une belle prolongation de contrat à Kirill Kaprizov du côté du Wild. Et j'ai Alex Ovechkin parce que dans une équipe où Backstrom n'était pas là en début de saison, Ovechkin continue à produire. Donc, j'ai gardé Ovechkin dans mon top 3 pour le Hart. Tu vois, moi, je suis allé également avec Jonathan Huberdeau. Je pense que c'est difficile de passer sous le silence la saison des Panthers et sa saison. Parce qu'on parle beaucoup depuis de nombreuses années d'Alexander Barkov comme probablement un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale ou un des plus sous-estimés. Et Huberdeau démontre justement un peu à la Nazem Kadri qu'il a pris l'équipe sur ses épaules, même en l'absence de Barkov. Et c'est devenu l'une des 5 meilleures équipes de la Ligue. J'ai Nazem Kadri également pour les mêmes raisons. Parce que pendant les blessures, j'ai trouvé... il joue la saison de sa vie.
Si Taylor Hall a pu gagner le trophée Hart avec le New Jersey, je pense que Nazem Kadri peut tout autant le faire avec le Colorado. Et finalement, troisième, je pense que les Suisses vont aimer ce choix de Roman Josi. Avec la saison que les Prédateurs de Nashville connaissent, un défenseur numéro 1 comme Roman Josi, qui est évidemment exceptionnel en attaque, qui est super bon défensivement également. Je pense que ça va de soi de le considérer, du moins parmi les favoris pour ce trophée. Je te dirais, moi, Josi et Maier ont fini 4e et 5e dans mon scrutin personnel. Là. Donc, du bon hockey qui se joue là, de la part des Suisses cette année. Très bonne saison. Et même si Timo Meier, parce que je trouve ça intéressant comme choix, moi, je l'excluais parce que son équipe n'est évidemment même pas qualifiée pour l'instant pour les playoffs, mais tu le verrais quand même parmi à obtenir des votes, du moins? Officiellement, ils ne sont pas éliminés présentement, donc c'est pour ça que je l'ai mis. C'est à la fin de la saison, effectivement. Là, je suis sûr que si ton équipe n'a pas fait les playoffs, je suis désolé, là, mais meilleure chance la prochaine fois. Il y a Christian qui dit pour le Hart, je mettrais Brad Marchand, mais je ne suis pas objectif, donc clairement un fan des Bruins. Steve Huard qui dit Shesterkin, donc le gardien des Rangers, peut-être pour le Hart. C'est vrai que ça pourrait être un très bon choix, quoi qu'il en soit, des joueurs qui connaissent des saisons. Moi, je déteste pas non plus Alex Ovechkin à son âge, avec ce qu'il fait avec les Capitals depuis le début de la saison. C'est un très bon choix également. Ce sera très intéressant cette lutte pour le trophée Hart. Maintenant, on va se diriger du côté du trophée Calder, qui est remis à la meilleure recrue de la Ligue nationale. Quels sont tes favoris, Nicolas? J'ai Moritz Seider au premier rang, Lucas Raymond au deuxième rang. Vous pouvez les interchanger. Deux joueurs des Red Wings. Ça regarde bien le futur chez les Red Wings. J'ai mis le défenseur parce que je trouve que ce qu'il fait en tant que défenseur sa première saison, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai Trevor Zegras du côté des Ducks d'Anaheim au troisième échelon. Tu vois, j'avais également Moritz Seider comme principal favori, simplement parce que justement, un défenseur avec la saison qu'il connaît, pour moi, ça a un peu plus de valeur que ce que Lucas Raymond fait. Sans rien enlever à Lucas Raymond, qui est le meilleur pointeur des recrues jusqu'ici dans la Ligue nationale. Là, en tout, pour Raymond, c'est 35 points. Mais Seider suit à 29 points. C'est un défenseur droitier qui a des grosses minutes du côté des Red Wings. Et son niveau est très impressionnant pour un défenseur. C'est pour ça que j'ai mis Seider avant Raymond, mais je ne serais pas surpris que Raymond le remporte. Mais quand même, pour jouer au jeu, j'ai quand même seulement mis un joueur des Red Wings. Et je suis allé avec Trevor Zegras également, qu'on voit depuis le début de la saison sur l'Instagram de la NHL. Parce que, il va être incroyable. Incroyable. C'est le gars d'highlights le plus merveilleux pour la NHL depuis le début de la saison. Et comme troisième choix, j'ai mis Anton Lundell, le Finlandais des Panthers de la Floride, qui connaît lui aussi une très bonne saison là, avec 32 points dans une très bonne équipe, évidemment. Utilisé en désavantage numérique aussi, si je ne me trompe pas. C'est un bon choix. Voilà, donc pour mes trois choix, mais je pense que l'unanimité, du moins pour l'instant, là, se dirige vers les deux joueurs des Red Wings, Moritz Seider et Lucas Raymond. Il y a Fabrice qui dit Raymond Zegras. Pour lui, ce serait ses deux choix. Et il dit Seider, en effet. Donc, comme quoi, on se rejoint pas mal sur les trois mêmes sélections. Trophée Norris, défenseur le plus utile, le meilleur défenseur de la saison. Quels sont tes choix, Nicolas? Honnêtement, là, j'en ai 4 parce que je peux pas les séparer. Là. Vas-y, je te donne le droit tous environ égaux. Là. Donc, Victor Edmond avec le Lightning, Adam Fox, Kel McCarr et Roman Josi. C'est 4 défenseurs incroyables, 4 défenseurs là, qui se battent pour la tête des marqueurs chez les défenseurs. Josi est probablement celui qui joue avec l'équipe la plus faible du lot. Donc, c'est tout à son honneur, les performances qu'il a cette année. Puis Victor Edmond, il reste que Edmond, on l'oublie parfois, mais oublions pas que le Lightning s'est débrouillé sans Kucherov pendant près de toute la saison jusqu'à présent. Donc, puis pour les deux jeunes autres, là, attention, là, eux vont être dans notre liste du Norris pour le reste de leur carrière, ou du moins pour les 10 prochaines années.
Christian nous dit Norris pour Yossi, toujours pas objectif avec un petit clin d'œil. Kevin qui dit comment ne pas mettre Yossi. Steve Huard qui dit où est Nashville sans Yossi. Et c'est pourquoi moi aussi j'ai mis Roman Yossi évidemment dans mes choix. Mes deux autres, évidemment, on avait les 4 mêmes choix. Mais moi je suis allé avec Cale Makar, Adam Fox et Roman Yossi. Pourquoi? Parce que Cale Makar, probablement défenseur le plus dominant offensivement. Il est électrisant depuis le début de la saison, a des chiffres exceptionnels. Adam Fox, je l'ai préféré quand même à Victor Edmond parce que je considère que niveau effectif, le Lightning est peut-être plus mature, plus avancé que les Rangers. Donc, honnêtement... Sans Kucherov, cette année, il y a des joueurs qui ont joué sur les premiers trios. Là. Alex Barré-Poulet, qui faisait la navette avec la Ligue américaine, s'est retrouvé sur les premiers trios. Donc, moi, le Lightning, sans Kucherov, puis les Rangers, c'est pas mal la même chose. Ça. OK, j'achète, mais j'ai quand même mis Adam Fox avant Victor Hedman. Mais Victor Hedman, depuis des années, est probablement le meilleur défenseur de la Ligue. Je te pose une question, parce que c'est souvent ce qui me revient au niveau des défenseurs. Est-ce qu'un défenseur peut être dans la course pour le trophée Hart, comme on a dit pour Yossi. Les deux, là, on l'avait, sans être le meilleur défenseur de la Ligue nationale? Qu'est-ce que tu entends par meilleur défenseur de la Ligue nationale? Et ça, moi... Et puis là, tu vois, on fait nos choix de Norris et c'est probablement les 4 meilleurs pointeurs des défenseurs. Mm-hmm. Mais pour moi, le meilleur défenseur ne devrait pas être qu'offensif. C'est le meilleur défenseur complet. Et j'aimais beaucoup avant, Shea Weber avait été en nomination. Je ne sais pas s'il a gagné dans sa carrière le trophée Norris. Je ne pense pas. Non. Mais il a déjà été en nomination. Et pour moi, Shea Weber, dans ses meilleures années avec Nashville, était le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Pourquoi? Parce que sur les deux sens de la patinoire, il était hyper dominant. Pour moi, c'est d'être dominant dans les deux sens de la patinoire. Peut-être que là, Edmond est supérieur à Adam Fox et Cale Makar. Parce qu'il est plus complet. Roman Yossi également est complet. Mais pour moi, c'est pas qu'une question de points pour le défenseur, mais c'est devenu la norme pour le trophée Norris. Les meilleurs pointeurs des défenseurs, c'est eux qu'on parce que souvent, c'est les corps arrière des équipes aussi. Là. C'est rare qu'on va avoir un Ben Sherratt comme candidat au Norris parce que c'est unidimensionnel. Le seul qui n'a pas le droit à ce traitement-là, c'est Tyson Barrie du côté des Oilers d'Edmonton. Ouais. Parce que Barrie, l'année dernière, a fini premier marqueur chez les défenseurs, puis a fini, je pense, 15e au scrutin pour le Norris. Donc, il faut quand même... Tu sais, Barrie, bon, est dans sa zone, c'est pas facile. Donc, il faut quand même qu'il y ait... faut pas que tu sois une nuisance dans ta propre zone, là, comme un Keith Yandel, c'est un peu la même chose. Oui. Tout ça, là, donc, il faut quand même que tu sois correct défensivement, en plus d'être excellent offensivement. On était où dans les... Rodrigo qui dit Yossi au top. Kevin Bouffard qui dit Edmond aussi, oui, en parlant des choix, évidemment. Fabrice Fox, Yossi, Edmond, c'est son top 3. Il dit par la suite, Makar, 18 buts, tout de même. Faut pas l'oublier, faut pas l'écarter trop vite. Steve Huard, Fox, c'est toujours facile à regarder, mais Dieu qu'il est efficace. Kevin Bouffard qui dit j'aurais fait Yossi, Edmond et Makar, moi aussi. On est là, les messages qui tombent là. J'ai perdu celui de Laurent qui dit tout le monde oublie Ekblad en Floride. C'est mon cinquième. C'est mon cinquième. Il est là. Dans l'article de lnh.com, il est là. C'est juste que moi, je t'ai demandé d'y aller avec un top 3. Tu aurais dû ça à 3, là, à un moment donné. Là. Mais oui, Ekblad, c'est vraiment... La carrière d'Ekblad, c'est fascinant parce que ça a été long se mettre en marche, Ekblad. Des saisons correctes, sans plus. Puis, à un moment donné, il y avait un début de discussion parce que c'est un premier choix total. Puis, n'atteindra jamais son plein potentiel. Puis, depuis 3 ans, Ekblad fait du travail incroyable. Ce qui a ouvert la porte à un Mackenzie Weegar que personne n'a vu venir et fait du super boulot du côté de la Floride. Donc, Ekblad, oui, absolument. Ekblad, il est dans mon top 5. Il n'est juste pas dans mon top 3. Il y a Vladi qui nous dit un petit passage pour vous dire bonsoir, salutations. Steve qui dit Nicolas, ta sœur jouerait avec McDavid sur le power play et elle ferait des points. T'as pas de sœur évidemment, mais je ferais des points avec McDavid. Tu ferais des points, je pense qu'on ferait. Je pense que ça en dit beaucoup là, parce que. C'est peut-être pour ça que Tyson Barrie a peut-être pas été évalué comme les autres. C'est ça. Puis je veux dire, je suis meilleur pour parler de hockey que pour le jouer, je vous le garantis.
Voilà pour le trophée Norris. Donc, on est pas mal tous unanimes là-dessus. Trophée Vézina maintenant remis au meilleur gardien de la saison régulière. Nicolas, tes préférences? J'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à ce qu'on avait fait sur LNH parce que ses performances récentes sont vraiment incroyables. Mais Igor Shesterkin est en train de prendre la pole pour le trophée Vizina avec les Rangers. Justement, les Rangers, c'est une équipe qui est quand même jeune. C'est une équipe qui, en défensive, a des beaux éléments, mais c'est pas parfait non plus. Puis Shesterkin, il est incroyable. Ça se voit aussi quand il a été blessé. Ça paraît chez les Rangers. Donc, Alexander Georgiev ne peut pas faire ce que Shesterkin peut faire. Donc, je l'ai au premier rang, Shesterkin. Deuxième, Andrei Vasilevski, parce que justement, chez le Lightning, c'est pas vrai que ça a été c'est pas vrai là, que c'est facile comme saison chez les Lightning. Puis Vasilevski, pour une raison qui m'échappe, se fait toujours placer deuxième ou troisième au Vizina avec une mentalité de oui, mais. Il a une bonne équipe devant lui. Il a une bonne équipe devant lui. Ben, pas nécessairement. Ben, oui, c'est pas vrai là, qu'on a Edman, on a McDonough, mais c'est pas une saison qui est facile, puis c'est tout à son honneur les performances qu'il a cette année. Et je conclue avec Jussi Saros là, du côté de Nashville. Si on a dit que qu'est-ce que sont les Prédateurs sans Jussi, ben, qu'est-ce que sont les Prédateurs sans Saros aussi? C'est mon troisième. Il y a Steve Orr qui nous dit Shesterkin, s'il vous plaît. Christian qui dit Vasilevski est régulier depuis longtemps. Ça, c'est tout à son honneur aussi. Nikita Kucherov avait de mon avis sur Vasilevski. On avait vu ça l'année dernière en séries éliminatoires. Moi, mon top 3, Nick, pour le Vézina, Igor Shesterkin, évidemment. Et j'ai eu la chance de commenter le match. Ben, la chance, c'était pas un grand match, on va se dire, mais dimanche, j'étais avec Stéphane Rochette et on commentait ensemble l'affrontement entre le Kraken de Seattle et les Rangers de New York. Et Shesterkin est allé chercher cette victoire pour les Rangers qui ont joué un match très difficile. Moi, je m'attendais à ce que les Rangers dominent le Kraken. Ça a été le contraire. Mais les Rangers réussissent à remporter un match 3-2 en temps réglementaire grâce à Shesterkin qui a fini première étoile du match et c'était tout à fait mérité. Il a fait face, je pense, à plus de 42 tirs en tout. C'est 40 arrêts dans ce match-là. Et c'est à l'image de sa saison. Il a fait oublier aux partisans de New York Henrik Lundqvist. C'est pas rien ce que tu viens de dire. Et c'est pas rien. Garde tout non, mais gêne, pas oublié. Il est inoubliable. Son numéro vendredi. Là. Attaque le le corps refroidisse, comme on dit. Là. Oui, comprenez-moi bien. Il est inoubliable, Henrik Lundqvist, le roi Henrik à New York. Oui. On va lui ériger une statue. Mais ce que je veux dire, c'est niveau performance. C'est toujours épeurant là, pour une équipe de laisser partir ton gardien de franchise. Comme par exemple le Canadien de Montréal, quand ils vont dire au revoir à Carey Price, que ce soit cette année, l'année prochaine ou dans 5 ans. Le après Carey Price va être un gros point d'interrogation à Montréal. Et à New York, c'est un peu la même chose avec Lundqvist. Et Igor Shesterkin est devenu vraiment un numéro 1 pour la Ligue nationale et pour cette équipe. Et c'est pour ça que je le vois favori pour le trophée Vézina. Jussi Saros, je suis d'accord avec toi du côté des Prédateurs de Nashville. Moi, je les voyais pas. Je les voyais pas en play-off, les Prédateurs. Non, moi non plus. Jussi, Saros ont été deux des acteurs principaux de la bonne saison de la première bonne moitié de saison de cette équipe-là. Et finalement, j'ai Frédéric Anderson. Surtout je te coupe, Jonathan, surtout qu'on a échangé Ryan Ellis durant la saison morte. Là, donc, on s'est départi d'un autre défenseur, puis quand même, Saros qui continue d'exceller. Ouais, et finalement, j'avais Frédéric Anderson, le gardien des Hurricanes de Caroline, parce qu'il a c'est le gardien de but numéro 1 là-bas. C'est une très bonne équipe, évidemment. Et quand on regarde niveau statistique, c'est l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Et il fait en Caroline ce qu'on rêvait qu'il fasse à Toronto quand on est allé le chercher. Ça, j'ai ma réponse tout le temps à ça. C'est-à-dire qu'il fait en Caroline ce qu'il faisait à Toronto. Des très bonnes performances, un mauvais but de temps en temps. C'est juste qu'en avant de lui, il y a une bien meilleure défensive en Caroline qu'à Toronto. Donc, moi, j'ai toujours dit, peut-être que si Toronto avait investi sur sa défensive un peu, tu sais, Frédéric Anderson n'était pas le problème à Toronto, malgré ce que certains voulaient se laissaient croire. Laurent Antonioni qui nous dit
Et Frédéric Anderson en Caroline, justement. Rodrigo qui suit avec ses statistiques 2,01 de moyenne de buts alloués, 930 pourcentage d'arrêt, déjà 24 victoires. Et Christian qui revient avec Carey Price. D'ailleurs, Price Oilers, oui ou non? Je pense que Price, tant qu'il n'est pas revenu en forme, là, il ne bougera jamais. Il n'y a aucune équipe qui va prendre une chance en le sachant blessé. Et Kevin qui rajoute là, trop cher, je pense, où va falloir sortir du gros. Je pense que tant qu'il est blessé, c'est même pas une discussion. Steve qui revient sur Shesterkin, qui dit il voit tellement de caoutchouc et tu peux même pas allumer une clope à 5 mètres de lui. À quel point il est chaud et en feu. Fabrice qui dit Vasilevski, Saros et Tokarski du côté de Saint-Louis. Évidemment, c'est pas le premier gardien Tokarski, mais c'est vrai qu'il a fait des bonnes performances du côté de Saint-Louis. Non, Tokarski est à Buffalo. À Buffalo, oui, excuse-moi. Donc, voilà. Buffalo, c'est un travail d'équipe. Ils vont rajouter une portion sur le trophée pour graver le nom de tout le monde. Il nous reste un seul trophée dans notre liste et on approche de la fin de l'émission, ça tombe bien. C'est le Jack Adams, remis à l'entraîneur-chef par excellence de la saison. Mm-hmm. Et après une moitié de saison, Nicolas, qui sont tes favoris? On en a parlé tantôt, Mike Sullivan, là, pour l'ensemble de son œuvre chez les Pingouins. C'est vraiment impressionnant. Puis il dirige cette équipe-là. C'est quoi? Fait depuis près d'une dizaine d'années, Sullivan qui est là quand même. Là, ça fait un bon bout. Il me semble que c'est lui qui avait pris la relève de Dan Basma. Donc, vraiment impressionnant là, du côté de Sullivan. Par la suite, pour l'ensemble des difficultés qu'ils ont connues, j'avais John Cooper. Parce qu'à un moment donné, à ce moment-là, le Lightning là, était au sommet. Là. Et Rod Brind'Amour. Rod Brind'Amour fait un super travail, là, j'en parlais tantôt, là, avec les Hurricanes. Mention spéciale à Dean Evason du côté du Wild du Minnesota. Cette équipe-là, grandement sous-estimée, offre des superbes performances. Ça va très bien pour eux autres présentement. Fiala, je ne sais pas si on en a parlé tantôt, là, mais Fiala là, fonctionne incroyablement présentement. Je pense à une séquence de 12 matchs de suite avec un point. Donc, mention spéciale à Evason qui rate le top 3 de peu. Moi, mon top 3, j'ai Jared Bednar, donc l'entraîneur de l'Avalanche du Colorado. Je pense que c'est difficile de ne pas le considérer. Mike Sullivan, pour les mêmes raisons. Je veux dire, à Pittsburgh, il fait un travail incroyable. Dans une équipe que tout le monde voyait se battre rater les séries, peut-être. Rater les séries ou se battre pour une place en série, là, finalement, ils sont très bien placés dans leur division. Et j'ai Rod Brind'Amour. Parce que je considère que c'est l'un des meilleurs entraîneurs chefs dans la Ligue nationale à l'heure actuelle. Il a une très bonne équipe sur papier, mais c'est son équipe quand même. C'est lui qui a amené cette équipe au niveau qu'on voit en ce moment. Et quand on regarde la fiche de cette équipe-là, c'est tout simplement exceptionnel. J'ai pas mis Andrew Brunette des Panthers de la Floride. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce que c'est une situation compliquée parce que c'était Joel Kenville qui a commencé cette saison du côté de la Floride. Avec tout ce qui s'est passé là, avec les Blackhawks. Avec les Blackhawks de Chicago, a remis sa démission et c'est son assistant Andrew Brunette qui a repris l'équipe. Il fait pas du mauvais boulot loin de là parce qu'évidemment son équipe première dans l'Est, mais je trouve quand même plus difficile de le mettre comme candidat. À vrai dire, c'est ça. Puis c'est ce que j'allais poser comme question, c'est si à la fin de la saison, les Panthers sont encore premiers, comment peut-on ne pas le mettre? Je veux dire, il a fait face à une situation difficile, puis il a relevé le défi avec brio. On verra rendu là, mais effectivement, ça se pourrait que le nom de Brunette s'ajoute à ce moment-là. Là. Et ça serait tout à son honneur. D'ailleurs, dans le chat, où est-ce que j'ai vu ça? Là? Le message, je pense qu'il est disparu, là, mais justement, il y avait un de nos abonnés qui disait Andrew Brunette. Il y a Laurent Tognoli qui dit Gérard Galland. Par où il est passé, l'équipe gagne comme à Vegas avant. C'est vrai que ce ne serait pas une mauvaise sélection, mais je préfère quand même les quelques noms qu'on a nommés, personnellement, à mon avis, tout simplement. Steve Huard qui nous demande, parce qu'évidemment, j'ai parlé de Rod Brind'Amour et des Hurricanes de Caroline, c'est la dernière question qu'on va prendre, et c'est la question piège. Combien vaut Kéké? Jesperi Kotkaniemi, combien vaut-il? Parce que là, ça va être une patate chaude pour les Hurricanes de Caroline.
Est-ce qu'il vaut 6 millions? Probablement pas, mais je dirais que présentement, il vaut pas moins que Christian Dvorak à Montréal et à 4,5 millions. Donc, on verra bien ce qui va arriver dans ce dossier-là. Est-ce qu'on va finalement garder Kotkaniemi à 6? Ça veut dire qu'il faut lui offrir au moins faut augmenter son salaire l'année prochaine, sauf si on a une entente à l'amiable, si je peux dire. Là. Donc, on verra bien. Kevin Bouffard, sa sélection, lui, pour le trophée Jack Adams, c'est Sullivan, Brindamour et Andrew Brunette. Stevie Orr qui revient lui aussi avec Gérard Galland. Donc, ce sera très intéressant. Du moins, on a eu une première moitié de saison, mon Nicolas, très intéressante. Et vous avez eu probablement énormément de boulot malgré les déboires du Canadien de Montréal. Ah, mais c'est long parce que on fait la blague, là, mais veux pas, il y a une réalité où, en étant à Montréal, si le club connaît du succès, ben, les partisans sont là. Donc, même pour nous, pour notre travail, c'est plus intéressant qu'écrire sur des défaites. Veux pas, quand tu perds 10 matchs de suite ou presque, là, ça devient répétitif. Puis, je disais tantôt que la saison morte a été la plus courte de l'histoire. Veux pas pour les journalistes aussi, parce que c'est allé. Pour les journalistes, on a travaillé jusqu'en juillet, puis c'est reparti. Puis là, on part avec la même chose que les Canadiens. Donc, on regarde, là, mi-saison, disons, on a l'impression qu'il reste une vingtaine de matchs au calendrier tellement que la saison semble un peu longue. Là. Mais il se passe des belles choses aux quatre coins de la Ligue, ailleurs qu'au Québec. Donc, ça, au moins, c'est très intéressant. Oui, puis on présente ici sur MySports, évidemment, chaque semaine des matchs commentés en français, des matchs également en anglais qui sont hyper intéressants, de magnifiques affiches. Et d'ailleurs, ce week-end, c'est le rendez-vous du match des étoiles, le All-Star Game, qui sera commenté en français par Pascal Eberhardt et Stéphane Rochette. Nicolas Ducharme, merci énormément pour ta présence à Overtime NHL, ta deuxième. Et c'est certain qu'on va se reparler parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Toi, tu es loin d'avoir terminé ta saison parce qu'évidemment, il y a le marché des transactions, il y a la date limite des transactions qui approche. Ça a été une année très calme niveau transactions. Mais ce serait intéressant de voir s'il y aura de l'action ou non. Dans les dernières années, ça a été plutôt calme, disons-le. Ensuite, bien évidemment, il y aura la course aux playoffs. Les playoffs, on a la chance de te lire quotidiennement sur lnh.com et de t'entendre avec tes collègues sur la tasse de café, le balado qui est disponible sur toutes les plateformes. Donc, nous, c'est une chance de te recevoir à Overtime NHL et on remettra ça dans quelques semaines, mon cher ami. Ça m'a fait plaisir, Joe. Merci également à tout le monde sur le chat. Vous avez été nombreux à nous écrire. Là, c'est plus d'une centaine de commentaires aujourd'hui. Vous êtes fidèles au rendez-vous. Je vous en remercie. On a beaucoup de plaisir à parler de la NHL avec vous. Évidemment, l'émission qui, à partir de demain, sera disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et sur SoundCloud. Vous pourrez nous réécouter. Ne vous gênez pas à commenter sur les différentes plateformes. On y répondra avec plaisir. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre Overtime NHL. Merci Nicolas. Bye bye à tous. Merci.